Bienvenue aux élèves qui nous rejoignent donc dans cette conférence qui est dédiée au domaine des sciences et des technologies. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des intervenants, enseignants, professionnels qui sont là pour vous et vous accompagner dans vos choix d'orientation que vous êtes en train de formuler sur Parcoursup. Alors, les 30 premières minutes seront donc consacrées aux intervenants qui vont vous donner un peu leur éclairage, des points de repère sur les formations qu'ils représentent, sur les objectifs, comment réussir, les points importants à retenir sur la sélection, les poursuites d'études. Donc, on va évoquer ça ensemble. Alors, on vous incite par ailleurs fortement à vous rendre sur la page de la DG2E dédiée au forum pour pouvoir compléter les informations et les propos qu'on aura aujourd'hui sur des liens et des ressources beaucoup plus détaillés. Donc éducation.pf, c'est une page qui va compléter ce qu'on va dire aujourd'hui. Et puis les 15 dernières minutes, on va donc les consacrer à échanger sur vos questions que vous pouvez faire remonter avec l'onglet discussion sur Zoom et que donc une personne va filtrer derrière à la régie et va nous amener et on va se faire le porte-parole de vos questions. Voilà, donc je vais déjà vous remercier d'être là et puis vous demander déjà dans un premier temps de vous présenter et de préciser les formations que vous représentez aujourd'hui. Je vais prendre le micro. Donc, bonjour, Sébastien Chabrier, je suis responsable de la licence informatique. Bonjour, moi je m'appelle Björn Manson, je suis professeur de mathématiques en PTSI, donc en première année de classe prépa au lycée du Diadème. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Bisson, enseignant-chercheur en mathématiques à l'université. Je suis le responsable donc, du CUPGE, qui est la classe préparatoire maths physique de l'université. J'interviens aussi dans une moindre mesure en licence mathématique, et donc je pourrais aussi répondre aux questions qui concernent cette filière. Et donc vous allez prendre voilà. Bonjour, je m'appelle Teiva Domingo, je suis technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Concrètement, je suis inspecteur des opérations aériennes et aussi j'exerce la fonction de contrôleur technique d'exploitation, c'est-à-dire que je fais des contrôles inopinés à bord des avions lorsqu'ils sont au sol, à l'arrivée ou au départ. Bonjour, je m'appelle Sylvie Bouin, je suis ingénieure du contrôle de la navigation aérienne. Je travaille à Tahiti Fa'a et j'ai commencé ici à Tahiti il y a 25 ans environ comme technicien supérieur de l'aviation civile comme TEIVA. Merci. Donc on a ici représenté donc, des formations de prépa, de licence. Il nous manque aujourd'hui la licence de sciences physiques, mais comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver de l'information sur le site par le biais du site de la DG2E. Donc on va, pour que vous compreniez bien la différence entre la prépa et une licence, on va déjà s'adresser donc aux enseignants et vous demander quels sont les objectifs et la finalité de votre formation. Alors, en ce qui concerne la licence informatique, elle s'adresse à tous les étudiants qui vont aimer l'informatique, on va dire, peu importe leur baccalauréat d'origine. Avant, il fallait principalement des étudiants qui venaient de baccalauréat scientifique. On a fait évoluer la maquette de façon à ce que même des terminales qui sont en STMG, STT puissent suivre et raccrocher notre programme afin d'aller à terme. Actuellement, on peut donner un exemple. Le deuxième étudiant qu'on a en troisième année de licence sur le premier semestre qui vient de s'écouler a fait un bac STMG et il a de très bons résultats. Donc à la suite de ça, les étudiants ils vont pouvoir soit continuer avec des masters,
donc en métropole ou à l'étranger, à l'international, soit continuer en école d'ingénieur, soit chercher un travail de manière locale. En licence informatique, on donne des cours dans le maximum possible de domaines afin de permettre aux étudiants d'être à l'aise dans tous ces domaines et pouvoir raccrocher ce qu'ils veulent pour la suite. C'est après la licence qu'il va y avoir une spécialisation si vous continuez les études. Si vous continuez les études, oui. Quel type de spécialisation donc, Les spécialisations qu'on pourrait avoir après cette licence, ça pourrait être une spécialisation en réseau, en base de données, en intelligence artificielle, en système d'exploitation, en programmation mobile, en programmation web. Il y a énormément de spécialisations que l'on peut avoir à la suite de ce type de formation. On donne toutes les bases nécessaires pour pouvoir continuer avec ces formations. Alors, juste pour compléter ton propos, hier, il y avait une conférence dédiée donc, aux 2 BTS en informatique. Donc, est-ce que tu peux préciser aux élèves quelle est donc la différence entre avoir un parcours avec ces BTS ou choisir la licence informatique? Avoir un parcours avec le BTS, c'est plus orienté pratique, orienté mettre les mains dans le cambouis directement, sans forcément comprendre tout ce qu'il y a derrière. C'est être capable de refaire quelque chose qui a déjà été fait, sans être capable de concevoir un gros programme. Nous, notre objectif, c'est d'avoir toutes les bases nécessaires, comme pour un ingénieur, être un concepteur de logiciels et d'avoir toutes les notions de réseau, de base de données, d'algorithmique, et être capable de les assembler ensemble pour former des gros projets et concevoir un gros logiciel. À partir d'un BTS, quelqu'un qui va sortir d'un BTS ne va pas être capable de faire un gros logiciel à 400 ou 500 000 lignes de code ou de participer dessus du côté de la conception. Il va être capable de participer dessus du côté de la programmation. C'est 2 choses complètement différentes. Et nous, on accentue sur le côté conception, vraiment. Qui favorise donc la poursuite d'études Qui favorise la poursuite en école d'études. d'ingénieur ou en master. Exactement. Merci. Tu voulais parler de la licence de maths aussi? C'est toi, pardon. Je commence par là. Oui. Ouais. Bien, alors pour ce qui est de la classe préparatoire au lycée du Diadème, elle s'adresse à des lycéens qui ont un profil plutôt scientifique et qui ont un assez bon niveau. Elle se déroule en 2 ans et l'objectif final est de passer des concours d'école d'ingénieurs. Donc le fond de la formation, c'est de préparer ces concours qui s'obtiennent au bout de 2 ans ou 3 ans. On peut avoir 1 an de RAB si on le souhaite. Et donc ça se passe dans un lycée et les enseignements se déroulent un peu comme au lycée, comme en terminale. On a environ une trentaine d'heures, voilà, ce qui est quand même un planning hebdomadaire un peu qui s'inscrit dans celui du lycée, où on trouve des sciences de l'ingénieur, des mathématiques, de la physique, mais aussi du français et de la philosophie comme en terminale, et des langues et du sport. Voilà. Juste rapprocher ton micro, pardon. Voilà. Donc PTSI, donc est-ce que tu peux juste repréciser PTSI, PT. Alors PTSI correspond à la première année de classe prépa, et lorsqu'on passe en 2e année, on appelle l'année PT. Physique, technologie, sciences de l'ingénieur, PT, physique et technologie. D'accord. Merci. On va... Enchanté. Alors donc moi je vais présenter 2 formations de l'université. La première c'est le CUPGEMP, donc qui est une classe préparatoire maths physique. Donc ça, on va dire c'est une formation qui a beaucoup de points communs avec la classe PTSI-PT du lycée du Diadème, à savoir que la finalité c'est d'intégrer une école d'ingénieurs.
il va falloir s'investir énormément pendant ces 2 années. Voilà, on a beaucoup de cours, on demande du travail personnel aux étudiants. Donc c'est 2 années où il faut vraiment s'investir dans les études. Il y a énormément de maths, énormément de physique. Alors la différence, on va dire, en termes de programme entre la filière MP et la filière PT, c'est que donc, nous, on n'a pas de sciences de l'ingénieur en filière MP. On n'a pas de sciences de l'ingénieur. À la place, on a de l'informatique. On a de l'informatique théorique. Voilà. À part ça, et les mathématiques, on va dire, vont peut-être un petit peu plus loin qu'en filière PT. Mais la différence est vraiment assez légère. À part ça, il y a les mêmes... Enfin, il y a des concours différents à la sortie, mais qui permettent d'accéder aux mêmes écoles. Donc moi, je conseillerais vraiment cette filière, on va dire, aux étudiants qui veulent se donner, qui veulent se donner les moyens de rentrer dans les grandes écoles. Il faut savoir qu'actuellement, il y a quasiment autant de places au concours que de candidats. Donc la seule difficulté, c'est d'arriver au bout de ces 2 années de classe préparatoire. Et puis ensuite, on aura la meilleure grande école qu'on est capable de décrocher au concours. Mais voilà, ça demande un investissement. On a une deuxième filière à l'université donc qui est à dominante mathématique, qui est la licence mathématique. Alors là, c'est une licence. Donc c'est quoi la différence? C'est que d'abord c'est en 3 ans au lieu d'être en 2 ans, et il n'y a pas de concours à la fin. Donc c'est un diplôme. Alors la grosse différence, c'est qu'en licence de mathématiques, on fait que des mathématiques. Contrairement au CUPGE, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de physique, il y a très peu d'informatique, très peu d'anglais, etc. Donc en licence mathématiques, on fait que des mathématiques. Le rythme est beaucoup plus décontracté qu'en classe prépa. Et donc par contre, ce qu'il faut, c'est tout de même réussir à travailler soi-même, parce que sans travailler, malheureusement, ça finit par bloquer. Les débouchés possibles de la licence mathématique, ce sont tous les masters. Donc que ce soit des masters pour travailler dans les métiers de la finance, pour se spécialiser dans les métiers de l'éducation, pour devenir donc professeur en collège ou en lycée, voire même faire de la recherche en mathématiques, des statistiques, etc. Il y a donc tous les masters. Alors ici, à Tahiti, on a un master donc pour les métiers de l'éducation qui ouvre 1 an sur 2. Sinon, il y a plein de masters en métropole. Et puis, il y a aussi évidemment d'autres voies parallèles, comme le mentionnait mon collègue en informatique. C'est-à-dire qu'il y a un petit nombre de places dans les écoles d'ingénieurs qui sont réservées aux élèves qui ont fait des licences par lesquelles on peut passer. Voilà. Merci. Donc, on a pas mal parlé des écoles d'ingénieurs. Ce terme ingénieur, c'est vrai qu'il peut nous paraître une évidence pour nous. On va peut-être d'abord vous demander si vous pouvez préciser ce qu'est un ingénieur, et puis après peut-être illustrer dans le domaine, par exemple, de l'aéronautique. Non, moi je pense que tu... Comme vous voulez. Non, parce que comme il y a aussi des ingénieurs informatiques. Oui, on peut. Alors, un ingénieur, c'est quelqu'un donc déjà qui a un titre d'ingénieur, c'est-à-dire qui devient ingénieur après avoir passé 5 ans d'études d'ingénieur validées par le système universitaire. C'est quelqu'un qui va répondre à un problème technique par la conception et dans des domaines extrêmement divers. Ça peut être parce qu'il y a des ingénieurs en finance, il y a des ingénieurs en génie civil, il y a des ingénieurs informatiques, il y a des ingénieurs en agronomie. Donc ça recouvre un spectre extrêmement large aujourd'hui de domaines scientifiques. Voilà. C'est un titre en fait dans la conception. Oui, voilà, qui permet ensuite d'effectuer une certaine fonction dans une entreprise. C'est bien de le préciser. Est-ce que vous voulez préciser Oui, je vais peut-être rajouter. Voilà, donc je vais juste rajouter que donc il y a environ 200 écoles en France qui sont habilitées à délivrer un titre d'ingénieur, et quand on sort de l'une de ces écoles-là, on va dire le monde du travail est vraiment quelque chose de complètement inversé. C'est-à-dire qu'en étant ingénieur, on a les entreprises qui viennent directement nous chercher en école alors qu'on n'est même pas diplômé, pour nous proposer des stages, des offres d'embauche, etc., etc. C'est vraiment, voilà, à mon sens, le gros intérêt de se diriger vers le métier d'ingénieur. Si évidemment on est passionné par les sciences, on va pas choisir ce type d'études si ça ne nous intéresse pas. Mais lorsque on est intéressé par les mathématiques, la physique, l'informatique, les sciences de l'ingénieur, c'est vraiment une voie qui offre des débouchés sans comparaison.
où on aura à la fin des carrières qui seront complètement facilitées par le fait qu'on sort d'une grande école, parce que tout simplement, c'est ce que les entreprises recherchent. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du métier d'ingénieur dans l'aéronautique pour illustrer un petit peu Alors, dans l'aéronautique, dans l'aviation civile plus précisément, parce Oui. que nous représentons uniquement l'aviation Oui, l'aviation civile, civile. Pardon. il y a plusieurs types d'ingénieurs en fait chez nous. Donc, moi je suis ICNA, donc ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, c'est-à-dire contrôleur aérien en fait. Mais il y a aussi des ingénieurs électroniciens, il y a des ingénieurs plus généralistes. Nous, on a plusieurs en fait, corps de l'aviation civile, auxquels on peut accéder avec justement après avoir fait 2 années de prépa. Et donc passer des concours. Donc nous, c'est l'INP, les concours INP, pour ceux qui connaissent un peu. Et sinon, après, on a aussi donc, ingénieur électronicien qui est encore accessible avec un DUT BTS chez nous, ce qui peut être intéressant pour certains élèves qui ne comptent pas faire des études longues. C'est des études longues quelque part, parce que c'est un titre d'ingénieur, mais je veux dire, c'est accessible avec un bac plus 2 ou un bac plus 3. Quoi. Donc on verra en fait dans l'aviation civile qu'il y a des concours accessibles donc après un bac plus 2 et après un bac plus 2 et après un bac plus 3 dans l'aviation civile. Voilà, il y a plusieurs types de concours et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc en fait, on peut faire soit pour le niveau d'ingénieur est un niveau bac plus 5, donc soit on commence par un bac plus 2 et on rentre dans une école pour 3 ans, soit effectivement on peut avoir même un niveau bac plus 3 et puis rentrer pour 2 ans. Voilà, c'est d'atteindre le niveau bac plus 5. Il y a aussi des passerelles entre aussi le métier donc FETEIVA, bac plus 2, et après on peut aussi accéder en interne à métier, mon métier. Quoi. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, cette notion de passerelle en fait entre d'une formation de souplesse en fait du système qui permet de construire son parcours au fur et à mesure. La chose qu'on a en commun en fait tous, c'est qu'on est tous passés à l'ENAC en fait. Nous, notre grande école en fait, c'est l'École nationale de l'aviation civile qui se trouve à Toulouse, et on est tous passés à Toulouse, donc avec des formations plus ou moins longues, plus ou moins, je dirais, continues, parce que nous, contrôleur aérien par exemple, c'est une formation en alternance. Donc au début, il y a une année complète, mais après rapidement, on est affecté dans un centre en métropole. Et ensuite, alors je sais pas, je crois que maintenant on peut même venir ici, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère pas parler de ça. Mais en tous les cas en métropole, c'est sûr. Et donc où là, on fait des allers-retours, quelques mois dans le centre d'affectation. Ensuite, on revient à l'ENAC pour faire un module. Puis voilà, il y a une espèce d'alternance. On a aussi beaucoup d'anglais. L'anglais chez nous est important, et du pilotage aussi. On a aussi un stage de pilotage inclus dans la formation qui prend pas mal de temps. Voilà. Après, je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur mon métier. La notion d'ingénieur qui a été évoquée un peu plus tôt. Pratiquement, de manière pragmatique plutôt, au niveau de l'aviation civile, les personnes qui sont ingénieurs ou qui tiennent ces fonctions-là sont admises justement à réfléchir sur des problématiques de sécurité liées à l'aérien. Donc il y a les contrôleurs aériens, mais il y a aussi d'autres corps qui sont donc le corps des ingénieurs électroniciens, qui eux agissent sur tout ce qui est système lié à la communication, au système de navigation, au système de traitement de bases de données. Et eux sont amenés à justement maintenir tous ces systèmes pour permettre la gestion de la circulation aérienne. Il y a aussi d'autres personnes qui agissent en tant qu'ingénieurs des études de l'aviation civile. Alors, c'est des personnes qui sont amenées à être plutôt dans le domaine de la surveillance et à diriger des équipes d'inspecteurs, à organiser la surveillance des compagnies aériennes. Et cela nécessite donc d'appréhender des règlements techniques très complexes qui nécessitent justement d'avoir eu un parcours scientifique avant, parce que tout ce qui s'organise autour d'un avion est fortement lié aux sciences, comment on vole un avion,
comment le maintenir. Derrière, il y a des systèmes embarqués. Et donc, c'est là où je fais le lien entre le monde de l'éducation, où ils appréhendent ces systèmes de manière générique, théorique, et ensuite une application qui est faite au sein de l'École nationale de l'aviation civile. Voilà. Merci Taïva pour ces précisions. Donc c'est vrai que ce sont des métiers, en tout cas ce qu'on retient, c'est qui sont dans l'ingénierie, qui demandent de l'analyse, de la réflexion, de la conception de projet, du management aussi. Et donc voilà, la base scientifique est nécessaire pour pouvoir accéder, en tout cas, voilà, on ne peut pas accéder à une école d'ingénieur sans passer de toute façon par un cursus scientifique. Hein, c'est le... Et si je peux me permettre aussi de rebondir sur une notion importante, tout à l'heure j'entendais que les cours comprenaient aussi la philosophie et puis des matières comme peut-être, je sais pas, le français et les langues, notamment dans nos métiers, c'est très important d'avoir un niveau d'anglais assez performant de manière à pouvoir travailler correctement, parce que les règlements sont en langue anglaise. Sylvie interagit avec les équipages en langue anglaise. Moi-même, lorsque je fais des contrôles techniques d'exploitation, je suis face à des équipages qui parlent anglais uniquement, donc c'est des éléments essentiels. Et puis un ingénieur aussi, c'est celui qui a la capacité d'expliciter les choses de manière claire. Donc ce qui est dit, ce qui est pensé clairement doit être énoncé clairement, doit être écrit clairement. Donc la maîtrise du français et la maîtrise de la langue anglaise permet justement tout ça. Donc il ne faut pas l'oublier, même si on a des carrières scientifiques, de pouvoir aussi s'exprimer correctement. Ça, c'est très important. Ça permet peut-être de faire le lien justement sur les critères de sélection en classe prépa. On va commencer. C'est vrai que évidemment ceux qui s'orientent vers les classes prépa peuvent avoir des résultats en sciences, de bons résultats en sciences. Qu'est-ce que vous regardez en fait puisque ce sont des formations sélectives, quels sont les éléments qui retiennent votre attention dans une demande de prépa? Alors, on va regarder. Donc, on examine déjà, on examine vraiment tous les dossiers, un par un. On est plusieurs dans la commission d'admission. Chacun regarde les dossiers dans son coin avant d'en discuter avec ses collègues. On veut vraiment prendre le plus d'éléments en compte. En fait, l'objectif, donc ça rejoint d'ailleurs ce que disait Taïva, c'est que l'objectif d'une classe prépa, en fait, c'est pas, ou même d'ailleurs d'une licence, c'est pas tellement de vous former à quelque chose de précis, c'est de vous donner un socle de connaissances de base. Pourquoi faire? Pour passer les concours et intégrer une grande école, comme l'ENAC par exemple, ou d'autres grandes écoles, mais aussi pour avoir des bases scientifiques et pouvoir ensuite aborder tout type de problème. Donc ça correspond vraiment à ça. C'est pour ça qu'il y a des maths, de la physique, de l'informatique, un peu de français, un peu d'anglais, des sciences de l'ingénieur. Donc quand on va sélectionner, on va regarder... Alors évidemment, on pourrait penser qu'on regarderait uniquement les notes, les résultats en mathématiques et en physique-chimie en classe de terminale. On les regarde, c'est certain, parce que dans toutes les classes préparatoires, ce sont les deux matières prépondérantes. Donc il faut évidemment que les élèves de classe préparatoire ne partent pas avec un handicap, et puis plus ils avaient d'avance au lycée, mieux c'est dans ces matières-là. Donc on va regarder évidemment les résultats en maths et en physique-chimie, parce que c'est comme ça, il faut de bonnes bases dans ces deux matières-là pour pouvoir démarrer en classe préparatoire. Mais on va aussi regarder le reste du dossier. On peut regarder les notes anticipées du baccalauréat, parce que ça donne un avis objectif sur chacun des étudiants. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas des enseignants qui l'ont eu pendant l'année. On va aussi regarder la lettre de motivation. Ça peut être très important, une lettre de motivation, pour expliquer différentes particularités dans votre dossier, comme le fait que les notes aient baissé pendant un semestre puis soient remontées. On aime bien que ce type de choses soit expliqué dans la lettre de motivation. Si votre choix d'intégrer une classe préparatoire ne correspond pas aux spécialités, ou en tout cas ne correspond pas directement avec les spécialités que vous avez choisies en terminale, il faut expliquer pourquoi vous avez fait ce choix dans votre lettre de motivation, et aussi expliquer ce que vous comptez faire pour essayer de rattraper le programme de terminale dans les spécialités prépondérantes. Donc on va vraiment tout regarder. On va regarder les appréciations de vos enseignants, parce qu'on cherche surtout en fait des étudiants qui sont motivés et sérieux et qui vont tenir les 2 années. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est la qualité principale d'un étudiant en classe préparatoire, c'est qu'il soit sérieux et travailleur. Voilà. Mon collègue du Diadème a peut-être décliné un petit peu ceci dans son cas particulier.
Oui, je vais reprendre dans les grandes lignes ce que tu as dit. Nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, ce sont les profils équilibrés aussi. Comme la formation se sépare en 3 gros blocs scientifiques, équilibrés, maths, physique, sciences de l'ingénieur, un tout petit peu d'informatique aussi, on aime bien les élèves qui sont assez bons partout. Voilà. Jusqu'à très bons, bien sûr, mais un élève qui sera situé dans le milieu du classement peut candidater et recevoir une réponse positive de notre part. Ce qu'on va regarder aussi précisément dans le dossier, c'est la motivation. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une progression au fur et à mesure des trimestres, semestres de première et terminale? Est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous avez cette ténacité? Voilà, parce qu'en fait, à partir de la classe prépa, toutes les cartes sont en quelque sorte rebattues. C'est comme si on recommençait à zéro. Et ce qui va compter, c'est votre capacité de travail énormément, plus que vos connaissances préalables. Parce que le rythme va être beaucoup plus soutenu, donc ce qui va compter, c'est votre capacité vraiment à vous mettre au travail tout de suite dès l'entrée en classe prépa. Voilà. Donc on va regarder ça aussi. Et la lettre de motivation est importante, elle peut aussi rentrer en compte dans notre sélection. Si par exemple vous avez vraiment un projet de devenir ingénieur dans un domaine particulier, on va se dire, même si le dossier est par ailleurs un petit peu faible, on va se dire non, peut-être qu'il va retrouver les forces pour s'en sortir et obtenir une école dans 2 ans. Voilà, donc projet motivé, important à soigner vos projets motivés que vous devez faire pour chacun de vos vœux. Autant de demandes de prépa, de licence que de projets motivés. Et de soigner la qualité et de parler de vous aussi. On a parlé de ténacité, de projets professionnels, de motivation. Tout ça, c'est des éléments de précision sur son parcours, ce que tu disais. N'hésitez pas dans ce projet motivé, d'ailleurs. Vous aurez jeudi après-midi une conférence qui sera dédiée à l'élaboration du projet motivé pour justement vous aider à mettre en avant tout ce que vous êtes et pas simplement que les résultats scolaires. Il y a aussi la personne, pas se décourager, être tenace. C'est vrai que c'est important, la curiosité et la motivation. En licence informatique, quels sont les critères que tu retiens dans la motivation d'un élève? Alors déjà, les licences, c'est pas du tout comme les classes préparatoires. C'est pas des recrutements sur dossier comme ça. On va émettre des avis sur admission post-bac, mais on n'a pas la même contrainte de quantité de places. Il y a des lois qui impose d'accepter des étudiants du moment qu'ils ont eu le bac l'année précédente. On doit les accepter à l'université l'année d'après. Admission post-bac, ça va être des recommandations. Et nous, du coup, les recommandations qu'on va faire, ça ressemble quand même aux CUPGE qui ont été présentés juste avant. Il nous faut des étudiants motivés. Alors, par rapport à des choses qui ont été dites juste avant, nous, on n'a pas spécialement besoin d'étudiants forcément qui viennent de terminale scientifique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants très motivés, très intéressés par l'informatique qui viennent d'autres filières que les filières scientifiques. Et on a fait en sorte de modifier la maquette pour pouvoir les accepter, qu'ils puissent s'adapter, qu'ils puissent réussir. Donc c'est avoir de bonnes notes en sciences, en maths, ça pourrait être un plus, mais c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui va venir d'un bac technologique pourra s'en sortir s'il est volontaire, s'il travaille et qu'il est passionné en fait. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, ce qu'on va regarder sur le dossier, ça va être les commentaires des professeurs. Si on a un dossier de quelqu'un qui va être d'un bac technologique et qu'il est très sérieux, très motivé, qu'il s'implique beaucoup, on va lui donner un avis favorable. Si à l'inverse, c'est quelqu'un qui vient pas en cours, qui travaille pas, qui s'implique pas du tout, ça débouchera pas sur un avis favorable. D'accord. Effectivement, il fallait préciser, c'est important ce que tu as dit. Donc on a 2 formations qui font partie des formations sélectives et un choix universitaire. D'ailleurs, c'est
pour ça souvent qu'on conseille fortement aux étudiants sur leur choix Parcoursup quand ils sélectionnent notamment des formations sélectives, de aussi mettre un vœu universitaire pour élargir au maximum leur choix. Merci. Alors, on va peut-être vous te demander, Taïva, tu nous as présenté ton métier, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur ce métier et puis le parcours, la formation que tu as fait? Alors moi j'ai passé le concours il y a déjà 30 ans, donc ça remonte. Alors aujourd'hui j'exerce, j'ai 3 fonctions essentielles. La première fonction, c'est celle de contrôleur technique d'exploitation, comme je disais tout à l'heure. Donc, il s'agit de faire des contrôles en temps réel sur avion lorsqu'ils sont à l'arrivée et au départ. Et l'objectif est de vérifier donc la conformité des opérations aériennes d'une compagnie vis-à-vis du règlement. Et ces contrôles s'organisent autour donc, de contrôles liés à l'avion, physiquement. On fait le tour de l'avion. On vérifie les ailes, toutes les parties majeures de l'avion, et puis on essaye aussi d'aller en finesse et de voir s'il n'y a pas des anomalies sur l'avion qui auraient pu ne pas être détectées par l'équipage ou les services de maintenance et qui pourraient remettre en cause la sécurité du vol. On participe aussi donc à vérifier les équipements de sécurité en cabine avec les personnels navigants commerciaux. Avec l'équipage technique, alors c'est un peu plus technique, donc là on vérifie le fonctionnement de certains équipements en cockpit. Il faut savoir que sur un avion, tous les systèmes sont doublés, voire triplés, et donc certains équipements peuvent ne pas fonctionner, et il s'agit d'aller dans ce qu'on appelle la liste minimale d'équipements et de vérifier si les opérations peuvent se réaliser avec certains équipements en panne. Donc là, ça demande de réfléchir, de savoir interpréter des données qui sont mises à disposition des équipages. Avec les équipages, on contrôle aussi toute la stratégie de préparation du plan de vol en fonction des données météorologiques, des données techniques qui sont issues des aéroports de destination et des aéroports de support qui seront disponibles pendant la réalisation du vol en cas de problème technique et qui seraient susceptibles de pouvoir accueillir l'avion. Et donc, cette préparation elle suppose la prise en compte de données qui sont données par les informations sur les longueurs de piste disponibles, sur les équipements qui pourraient être hors service. Et tout ça va conditionner les paramètres minimaux à prendre en compte pour que le vol puisse partir en toute sécurité. Donc notre rôle, nous, en tant que contrôleur technique d'exploitation, c'est s'assurer que l'équipage a bien pris en compte tous ces éléments. Cela va aussi dans la vérification de la stratégie d'emport carburant, en fonction justement de toutes les limitations qui pourraient être imposées ce jour. Une vérification aussi se porte sur tout ce qui est transporté à bord, donc au niveau du fret, la répartition de ce fret, le respect du devis de masse et centrage, la possibilité de transporter aussi des marchandises dangereuses, tout ce qui peut être tout élément chimique qui est admis au transport aérien, dans quelles conditions c'est transporté. Voilà pour ce qui est du métier de contrôleur technique d'exploitation. D'accord, et donc un élève qui souhaiterait, qui t'écoute là et qui se dit tiens, ça m'intéresserait, est-ce qu'il y a donc c'est quel niveau donc de concours? Est-ce qu'il y a des concours assez régulièrement est-ce qu'il y a des ouvertures en fait prévues pour des jeunes qui seraient intéressés? Alors, pour les fonctions dont je parle, ce sont des métiers qui sont accessibles au niveau bac, mais plutôt un baccalauréat scientifique. Mais il est sûr que les derniers concours, ceux qui réussissaient le plus souvent avaient des bac plus 2, bac plus 3, même des bac plus 5, parce que les concours sont de niveau assez élevé. Pour ma part, j'ai eu la chance il y a 30 ans de le passer au niveau bac et de le réussir. Donc ce n'est pas aussi impossible en sortant de baccalauréat scientifique avec un très bon niveau de pouvoir sortir parmi les premiers dans ces concours, quoi. Ensuite, la formation de technicien supérieur aujourd'hui, elle est de 3 ans à l'École nationale de l'aviation civile, avec 2 ans au sein de l'école et ensuite une dernière année en alternance.
Et une chose aussi que je voudrais préciser qui est importante, c'est que les concours de l'ENAC sont aujourd'hui accessibles pour être fonctionnaire, c'est-à-dire comme nous, travailler pour l'État, mais aussi dans les métiers civils. Ça, c'est important de le préciser. Ce n'est pas forcément pour travailler en tant que fonctionnaire pour la DGAC. Il y a d'autres débouchés dans les compagnies aériennes, justement, ce qui serait un peu le pendant de nos métiers de contrôleurs. Au niveau des compagnies aériennes, il faut bien des ingénieurs qui puissent préparer les systèmes, mettre en place des processus pour la préparation des vols, etc. etc. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sylvie, par rapport à ça? Donc, contrôleur aérien, c'est vrai que souvent, c'est un métier dont ils parlent souvent, hein, les élèves. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message à ceux qui se projetteraient dans ce métier-là pour leur réussite, ou un message essentiel à leur réussite? Je dirais que dans un premier temps, faut travailler en prépa. Travailler en prépa, parce qu'en fait les concours sont difficiles, parce que c'est une des rares formations où on est rémunéré dès l'entrée à l'ENAC. Donc par les temps actuels, je pense que c'est recherché. Et ensuite, au niveau... ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a différents types de contrôleurs, différents postes. En tant que contrôleur aérien, souvent, on connaît bien la tour de contrôle, hein, forcément, on a déjà pris l'avion. Mais il y a beaucoup de contrôleurs qui travaillent aussi dans les centres en route. En métropole, il y a 5 gros centres en route où on contrôle les avions qui n'atterrissent pas ou ne décollent pas. En fait, c'est uniquement les avions qui survolent la métropole et les frontières. On a un espace autour, bien sûr. Donc c'est énormément de... c'est le gros de notre travail, en fait. Hein. Et c'est deux métiers vraiment différents, en fait. Et on a aussi beaucoup de contrôleurs qui font du management ou qui sont dans les bureaux également. ICNA, ingénieur du contrôle de navigation aérienne, c'est un statut, en fait. Mais après, derrière, il y a différents types de métiers. Le cœur de métier, c'est le contrôle aérien. Mais après, on peut aussi faire dans les bureaux d'études. Oui, il y a plein de postes autres que le contrôle lui-même, quoi. Et après, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Faut aimer l'aviation. Parce qu'évidemment, faire ce métier sans aimer l'aviation, c'est un peu dommage. Voilà. Mais il y en a. Alors, on va passer aux questions. Donc, il y a une question. Donc, combien de places en CUPGE et en CPGE? Alors nous, on ouvre à 24 places maximum. 24 places. Oui. Et en CUPGE? Et alors nous, on essaye idéalement de tourner autour d'une quinzaine d'étudiants parce qu'on veut, on pense que vraiment c'est vraiment important d'avoir un faible effectif pour avoir une excellente qualité d'encadrement. Hein. Cette année, après c'est un chiffre qui est par exemple cette année, en première année, on a 18 étudiants, ce qui est un petit peu plus que ce qu'on voudrait, mais on a eu tellement d'excellents dossiers l'année passée qu'on s'est autorisé à monter jusqu'à 18. J'aimerais juste préciser que la sélection, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment un engagement de notre part, c'est-à-dire que on va recevoir des dossiers et alors ce serait très facile de dire à tout le monde venez, et puis on se retrouve avec une classe à 50 étudiants et puis on ne peut pas s'occuper de personne et au bout de quelques mois il y en a 20 qui sont partis et c'est n'importe quoi. On ne veut absolument pas faire ça, on veut avoir des faibles effectifs, 15, 18. Et par contre, quand on prend quelqu'un, on s'engage à ce que si pendant les 2 années il tient bon, il a une grande école à la sortie. Hein. Ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que pour les 2 classes préparatoires scientifiques du FENOA, donc le CUPGE MP de l'université et la PTSI du Diadème, la PTSI-PT du Diadème, toutes les promotions en fait d'étudiants ont eu 100% de réussite au concours, dans le sens où chaque étudiant a décroché une place dans une grande école d'ingénieurs. Voilà. Donc en fait, ils ne sont pas en prépa pour décrocher une place, ils sont en prépa pour décrocher une place dans la meilleure grande école qu'ils pourront décrocher. Mais chacun aura
il suffit de tenir bon pendant 2 ans pour décrocher une place. C'est vraiment l'un des avantages de cette formation-là par rapport à d'autres formations où les débouchés sont beaucoup plus difficiles à trouver et demandent, on va dire, aux étudiants de l'investissement pour aller les chercher, quoi. Voilà, oui, c'est la question que j'allais poser. Donc, justement, combien d'élèves intègrent une école d'ingénieur au bout des 2 ans? Donc, c'est tous ceux qui vont au terme du cursus arrivent à intégrer une école. Tout à fait. Donc, et chacun intègre. Enfin, moi, ce que je trouve qui est très très bien dans ce système, c'est que chacun intègre la meilleure école qu'il pouvait décrocher. Donc, la première année où on a ouvert, on était très contents. On a eu un élève qui a décroché l'ENAC. Voilà, il visait l'ENAC, il voulait que l'ENAC. Il a eu l'ENAC. Tout le monde était content, c'était fantastique. Voilà, l'an dernier, c'est pareil. On a eu une étudiante qui était extrêmement brillante, qui est rentrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Elle est extrêmement heureuse là-bas, c'est super. Mais voilà, de toute façon, donc ça, c'est 2 exemples. Mais tout le monde a une grande école. Et ce sont que des grandes écoles d'ingénieurs. Donc il n'y a pas de... Voilà, il y a personne qui reste sur le carreau après une prépa. Ça n'existe pas. Oui, non, c'est la même chose, d'accord. Tout le monde intègre, mais nous, on a même un étudiant qui a décidé de ne pas aller dans une école d'ingénieur en France à la fin de son cursus prépa, mais il est parti au Canada. Donc, mais il est tout aussi heureux. Et ce qu'offre aussi la classe prépa au bout des 2 ans, c'est un équivalent universitaire qui permet, si on n'a pas envie d'aller en école d'ingénieur, de basculer en 3e année de licence. D'accord, donc un élève c'est ouvert en fait. Qui sort de classe prépa et qui ne souhaite pas continuer, c'est la question que peuvent se poser les élèves, il peut rentrer en 3e année de licence. Oui, bien sûr. De la même manière que s'il commence, est-ce que ça peut arriver qu'on commence un cursus prépa, est-ce que quelques-uns se réorientent en fait vers la licence en cours d'année, puisqu'on conseille souvent à un élève qui s'inscrit en prépa de s'inscrire aussi à l'université au cas où c'est une obligation en fait. Voilà. Donc, les élèves en classe prépa sont inscrits à l'université. Voilà, pour pouvoir... Et ça peut arriver, oui. Ça peut arriver qu'à l'issue de la première année, on décide d'arrêter là et de poursuivre à l'université. Et ça fonctionne bien en général. Oui. D'accord. Merci. Alors, est-ce que l'on peut s'insérer dans le monde du travail après une licence de maths ou avec une licence d'info? C'est-à-dire que est-ce qu'on s'insère facilement avec une licence d'info, puis après, sans forcément pour continuer. parler du côté de la licence informatique, après mon collègue parlera de celle de maths. Avec la licence informatique, ça se fait assez bien si on a des résultats corrects. C'est plus difficile si on a des résultats très limites. Avoir la 3e année avec 10,01 au rattrapage ou en ayant redoublé, les entreprises regardent quand même le niveau d'implication des étudiants, le niveau de sérieux. Ils vont regarder les lettres de motivation, ils vont regarder comment vous allez être pendant les entretiens. Donc ils regardent plein de choses. Et c'est des briques qui s'assemblent et qui font qu'ils vont prendre les étudiants à l'essai ou pas. Et voilà quoi. Donc il faut donner son maximum pendant la licence pour se donner le plus de chances possible pour réussir après. Après, notre licence informatique a l'avantage d'être un peu un couteau suisse au niveau informatique. Et par rapport au contexte économique polynésien en informatique, il y a beaucoup de petites boîtes qui ont besoin d'un peu de tout. Avoir besoin de à la fois gestion système d'exploitation, de réseau, de base de données, de sites web, d'applications mobiles. Notre formation permet d'avoir déjà des notions dans tout ça et des notions bien avancées même. Du coup, ça permet de trouver sa place dans ce type de petite boîte. Au niveau de boîtes un peu plus grosses, les notions qu'on a sont suffisamment avancées pour intégrer un service qui a besoin de ces notions un peu plus avancées, quitte à se remettre un petit peu à niveau, obligatoirement. Normalement, ça devrait être fait avec un master, mais c'est possible d'intégrer des boîtes comme ça en métropole. À Tahiti aussi, je l'ai déjà vu avec plusieurs étudiants. Donc, Merci, d'accord. Donc voilà. Il y a un stage. Est-ce qu'il y a un stage obligatoire pour... en 3e année, un stage de presque 2 mois en entreprise. Qui peut aussi du coup permettre... On a la flexibilité de l'autoriser aussi en laboratoire de recherche, si jamais les étudiants souhaitent vraiment partir en master
et donc partir plus sur le côté recherche. On leur donne cette possibilité aussi, mais à la base, c'est vraiment plus orienté entreprise pour qu'ils puissent voir ce monde et faire le choix après de continuer les études ou de partir vers le monde du travail de manière un peu plus sereine en ayant conscience de comment commencer. D'accord. Merci. Et donc, avec une licence de maths, peut-on avec une trouver licence du maths, travail? Voilà, donc c'est un petit peu la même réponse, un peu différente. C'est pas impossible de trouver du travail directement après une licence de maths, mais on va dire, voilà, d'une part, il faut avoir de bons résultats, parce que voilà, quelqu'un qui a démontré que pendant la licence qu'il pouvait avoir d'excellents résultats pendant les 3 années, évidemment, il a montré qu'il savait travailler, et donc il aura des qualités que recherche un employeur potentiel. Mais en vrai, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'une licence, ça donne un socle de base dans un domaine donné, et c'est fait pour ensuite être... Enfin, on va dire le cursus standard, c'est de continuer dans un master. Et dans le master, on va vraiment se spécialiser, apprendre un métier, que ce soit le métier d'enseignant des mathématiques, que ce soit le métier d'analyste financier, que ce soit le métier de statisticien, etc. C'est pareil après une classe préparatoire, on aura un socle de connaissances, on ne va pas aller chercher du travail après 2 années de CUPGE, on va intégrer une grande école. Les grandes écoles, il y en a plein, il y en a qui sont spécialisées dans l'aéronautique, il y en a qui sont spécialisées dans l'informatique, il y en a qui sont spécialisées dans la chimie, il y en a dans tous les domaines, il y a des généralistes aussi, bref. Et là, on va se spécialiser, et après, on pourra vraiment, on va dire, voilà, trouver des emplois qui vont exploiter pleinement nos capacités. Donc chercher du travail après une licence de maths, c'est pas impossible, mais c'est vraiment voilà, c'est pas complètement adapté. Le débouché voilà, classique, c'est de poursuivre ses études en master. La question, c'est... Et il y a un stage aussi. Hein, oui, voilà, effectivement, dans toutes les licences, depuis dans la licence de 1 an ou mathématiques. 2, dans toutes les licences, il y a un stage obligatoire en 3e année. Donc, qui peut être fait, encore une fois, soit dans des entreprises, soit dans un laboratoire, soit aussi, pour ceux qui se destinent à être enseignants, dans un lycée ou dans un collège. Mais pas en classe prépa ou en CPG. Non, Voilà, pas c'est de la stage, question non. des... Pas Voilà, de c'est classe en en licence, classe prépa, mais oui. pas en... Voilà. Après, donc, une question. Est-ce que l'on peut revenir au Fénois après une formation dans l'aviation civile en métropole? Donc, Alors la réponse est oui, mais on ne sait pas quand. Voilà, en fait, c'est que- il y a plusieurs possibilités. Pour le corps des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile, il faut savoir qu'il y a un concours local qui est organisé, alors pas forcément tous les ans, mais peut-être tous les 2 voire 3 ans, avec donc forcément une affectation en Polynésie française après 3 ans d'études à l'ENAC. Et pour tous les autres concours qui sont des concours de niveau nationaux, généralement, donc il faut être affecté en métropole dans un premier temps. Et ensuite, en fonction des postes disponibles localement, il y a effectivement possibilité de revenir ici. Mais je voudrais préciser quelque chose. C'est sûr qu'on est attaché à notre Fénois, on est attaché à revenir travailler en Polynésie française, mais faire l'expérience d'un poste ou même de plusieurs postes en métropole ou dans d'autres départements d'outre-mer, c'est aussi la chance d'une vie, c'est aussi pouvoir étendre son contexte de travail et de s'enrichir de cette manière-là avant de pouvoir apporter cette richesse localement au sein du service d'État de l'aviation civile. Donc, voyez plutôt une opportunité de travailler, de vous enrichir en métropole avant de venir revenir au Fénois. C'est vraiment... Enfin, c'est pas impossible, quoi. C'est plutôt bien. D'accord, merci. Oui. Bah oui, bien sûr. Donc, juste pour rajouter, nous, par exemple, en licence informatique, on est aussi en contact avec une école d'ingénieurs, l'NCBS, et ils ont une formation en alternance. Donc, ils peuvent partir là-bas en alternance, et il y a des boîtes qui sont en train de se monter localement en Polynésie. Alors, pas en train de se monter, qui existaient en métropole, qui sont en train de s'importer en Polynésie pour faire du travail en continu avec la métropole. Et du coup, on a de plus en plus d'opportunités dans ce sens. Et par exemple, on a un professionnel qui cherche des étudiants pour lesquels il est prêt à
les embaucher en alternance pendant leurs études de master en métropole pour les faire revenir après travailler ici en Polynésie, dans cet objectif dès le départ. Et ça, donc il y en a un qui est concrétisé, et il y a 2 autres boîtes qui m'ont contacté, qui souhaiteraient le faire, qui sont en train de tâter le terrain. Donc côté informatique, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et les formations en alternance en informatique en métropole, il y en a plusieurs. Ça permet à la fois d'avoir un travail, d'être payé, et à la fois de continuer ses études, et en même temps d'avoir l'opportunité de pouvoir revenir ici en Polynésie. Donc c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de notre côté aussi, ça. Merci. Alors, une autre question très précise. Quelle moyenne générale faut-il pour intégrer une classe prépa maths physique? Enfin, une classe prépa, on va dire, dans les... voilà. Alors, C'est en général, il faut avoir au-dessus de 11, 12. D'accord. Voilà. Mais dans la plupart du temps, on prend souvent... Je dirais que la moyenne est autour de 13,5, 14. Ouais. Quelqu'un qui a 11 et qui a un bon dossier, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà. Donc alors voilà, moi personnellement, j'aime pas trop parler de moyenne parce que ça varie énormément en fait, selon les enseignants et selon les lycées. Donc je pense que effectivement, par exemple avec certains enseignants, je suis certain que une note de 11, ça veut dire que c'est un excellent élève, alors qu'avec d'autres enseignants, je saurais qu'une note de 11 en fait, c'est plutôt vers la deuxième moitié de la classe. Donc voilà, j'aimerais vraiment préciser qu'on ne va pas regarder, on va pas se jeter sur les notes et faire des classements automatisés. On regarde vraiment le dossier dans son ensemble. Et encore une fois, voilà, les notes en soi, elles ne veulent pas dire grand-chose, elles sont très variables. Et voilà, donc c'est pour ça que... Mais bon, concernant le CUPGE, en tout cas, je ne répondrai pas. Je ne peux pas vraiment répondre de manière satisfaisante à cette question. Voilà. C'est tout un ensemble, vous n'êtes pas les élèves simplement une note, vous êtes une personne et on va regarder cette personne dans son ensemble. Alors ensuite, il y a une question sur les spécialités, puisque maintenant donc, on est sur des premières et terminales donc, générales avec des spécialités. Et les élèves se posent comme question si l'option maths expert et l'option maths spé en spécialité sont prioritaires. Enfin, est-ce que vous allez prioritairement vers des élèves qui ont soit en spécialité et maths expert? Donc, pour la filière MPSI-MP, en tout cas, le programme des classes préparatoires commence là où s'arrête le programme de spécialité maths de terminale et spécialité physique-chimie aussi. L'option maths experte, on va dire, c'est un plus, mais donc qui va vous permettre, en tout cas, à ceux qui l'ont suivi, d'avoir un petit peu d'avance en maths. Mais de la même manière que l'option numérique aussi le permettrait d'avoir un petit peu d'avance en informatique. Par contre, ceux qui n'auraient pas suivi la spécialité mathématique en terminale, devraient rattraper le programme de cette spécialité d'une manière ou d'une autre, donc soit pendant l'été, soit pendant le reste de la classe de terminale. Voilà, je déconseille fortement de le faire en classe préparatoire. Et donc les dossiers, on va dire, des personnes qui ont choisi des spécialités qui ne correspondent pas directement avec la filière de classe préparatoire choisie, devront justifier qu'ils ont les moyens de pouvoir absorber les connaissances de la spécialité qu'ils n'auront pas choisie. Voilà. Oui, pour ce qui est de notre cas, nous on va regarder bien sûr en priorité les étudiants qui ont choisi l'option maths, qu'elle soit experte ou non. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va forcément prendre en compte, même si bon voilà. Mais la physique aussi est importante, ou une autre option, sciences de l'ingénieur ou informatique. Voilà, ça serait bien d'avoir 2 options scientifiques, mais qui est les maths quand même. Voilà. D'accord, donc c'est quand même une... Oui, j'ai dit option. La spécialité. La spécialité. Merci. Alors, ensuite, pour vous, quel est le coût des études à l'ENAC? Donc, c'est vrai que c'est une préoccupation.
Alors, pour cette question, la réponse est variable. Déjà, si vous êtes réussissez les concours fonctionnaires, il faut savoir que le coût est zéro, puisque la formation est gratuite. Et vous êtes même rémunéré dès la première année, aussi bien pour les concours de technicien supérieur ou ingénieur électronicien ou ingénieur du contrôle aérien ou ingénieur des études. Par contre, il faut savoir que derrière, il y a un engagement qui est minimal de 5 ou 7 ans à travailler pour l'État en tant que fonctionnaire. Et comme je disais tantôt, les concours de l'ENAC sont aussi ouverts aux filières civiles, à savoir que vous avez la possibilité avec un concours civil de technicien supérieur ou d'ingénieur des études de pouvoir aller travailler dans une compagnie aérienne ou sinon dans une chambre de commerce qui s'occupe de gérer donc, les aéroports. Et pour là, de mémoire, il me semble que pour certaines formations, c'est de l'ordre de 8 000 € par an, en sachant que les études, c'est 3 ans d'études, donc il faut compter entre 8 000 et 9 000 € par an, par année d'études. Voilà. Et en disant ça, je tiens à préciser, si vous voulez avoir des réponses précises, si vous envisagez de faire des carrières entraînant une formation à l'École nationale de l'aviation civile, je vous invite fortement à aller sur le site de l'ENAC qui est enac.fr. Et là, vous allez retrouver un nombre important de données, avec aussi des témoignages de personnes qui ont intégré l'ENAC et qui aujourd'hui sont fonctionnaires ou sinon qui travaillent dans le civil, qui ont poursuivi des études à Supaéro ou qui maintenant travaillent chez Airbus ou Boeing. Vraiment, allez parcourir ce site, il est très riche. Il vous donne tous les détails pour passer les concours. Et s'il y a bien quelque chose pour vous motiver, c'est vraiment le site qui est très bien fait. Voilà. Donc on le mettra en lien sur la page du forum, comme on l'a dit tout à l'heure, sur lequel vous allez pouvoir avoir accès donc, à différentes ressources. On va arriver au terme de cette conférence. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un message particulier qu'on aurait oublié, essentiel qu'on aurait oublié donc, de transmettre aux élèves, aux lycéens? Moi, je conseillerais tout simplement à tous les lycéens en terminale on va dire, qui s'intéressent aux sciences, qui ont envie de continuer à faire des sciences, de mettre parmi leurs vœux une classe préparatoire, voilà, que ce soit la classe préparatoire maths physique de l'université ou la PTSI du Diadème, en fonction de vos préférences. De mettre aussi une formation non sélective, comme une licence, afin évidemment de garantir, d'être sûr que vous aurez qu'au moins une chose vous sera proposée, mais voilà, ça engage vraiment à rien de les mettre parmi vos vœux. Vous avez ensuite beaucoup plus de temps pour ordonner vos vœux. Donc il suffit de les choisir. Ça veut simplement dire que le conseil de classe émettra un avis sur votre candidature, qu'elle sera examinée, et ça vous laisse le temps ensuite de réfléchir plus précisément à ce que vous voulez faire. Donc choisissez ces formations, ça engage vraiment à rien pour l'instant. Et parallèlement, vous pouvez aussi, donc, entre les classes prépa, vous pouvez demander très bien une classe prépa ou plusieurs, une licence sciences, et ne pas oublier aussi qu'il existe sur Parcoursup des possibilités d'intégrer des écoles d'ingénieurs, c'est ce qu'on appelle les prépas intégrés, d'intégrer une école d'ingénieurs directement après le bac. Ça, c'est une autre aussi possibilité de devenir ingénieur. Moi, ce que j'aurais rajouté, c'est que dans le choix, faire un choix de formation par passion d'un domaine, c'est une source de réussite pour la suite. On voit beaucoup d'étudiants qui poursuivent des études dans des domaines qui ne sont pas des passions et ils subissent plus que... Ils ne vont pas mener au terme leur formation correctement ou dans de bonnes conditions parce qu'ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Le fait d'être passionné par votre formation, je pense que c'est la source de la réussite.
Écoute, c'est une très belle conclusion. Donc, engagez-vous dans des vœux qui vous font plaisir. Les études, c'est aussi pour se faire plaisir, hein, il faut le rappeler aussi. Et c'est surtout aussi pour se faire plaisir, préparer votre avenir. Donc, voilà. Donc, on va... il me reste à vous... Pardon. Juste préciser, pour le mot de la fin, je vais aussi envoyer un message. Oh, d'accord, oui. Moi, juste brièvement, je voulais juste vous parler aussi des normes médicales qui sont très strictes chez nous, parce que bon, c'est quand même dommage de s'engager dans des classes prépa pour faire contrôle aérien et se rendre compte au moment du concours que on ne peut pas, parce que physiquement on n'a pas les normes requises. Elles sont très, très strictes, un peu similaires à des normes pour faire pilote de ligne. Donc j'engage tous les élèves qui veulent faire contrôle aérien à regarder sur le site de l'ENAC, elles sont détaillées sur la plaquette ICNA. Notamment. Donc ça, c'est vraiment juste pour les ICNA. Après, pour les autres corps d'ingénieurs, il n'y a pas les mêmes restrictions. D'accord, précision importante. Moi, je voudrais préciser quelque chose, c'est que tout ce qui nous entoure est relié aux sciences. La nature, l'informatique, tout ce qui organise notre vie au quotidien, c'est fortement lié aux sciences. Et donc, c'est un domaine auquel on ne peut pas échapper au quotidien. Et je voudrais surtout inviter les élèves, un peu comme monsieur vient de préciser, surtout vivez vos rêves, vivez, pensez grand, agissez par passion et surtout ayez le courage de construire vos rêves, travaillez, engagez-vous et vous allez voir que votre vie pourrait être extraordinaire. Voilà. Mais pour aller dans la même direction que mon collègue, le monde est extrêmement en train de changer. Donc c'est vous, l'avenir du monde, c'est vous qui allez construire ce nouveau monde là qu'on attend, là, qu'il émerge, la façon de faire de l'agriculture, peut-être la façon d'échanger avec la monnaie, dans les sciences médicales aussi. Donc voilà, osez ce pari de devenir ingénieur, justement pour changer les choses. On en a tellement besoin. Bon, que de beaux messages. Hein, si avec ça, vous n'avez pas envie de devenir ingénieur. Voilà, les élèves, on vous remercie donc de votre écoute. Je remercie tous les intervenants donc de votre participation et des messages donc, que vous avez et des informations que vous avez pu leur transmettre. N'oubliez pas donc de bien tenir compte du calendrier de Parcoursup. Vous aurez également donc une brochure, le guide bac qui va bientôt arriver, sur lequel vous allez pouvoir aussi vous appuyer pour vous aider dans vos choix. Merci.